Après le dépôt de leur rapport au bureau de l'Assemblée nationale, la commission défense et sécurité a évalué la mise en œuvre des recommandations sur l'état de siège avec le Premier ministre Sama Lukonde. Vous suivrez Martin Moubonzi dans ce journal. Et la police de Kinshasa et l'Union nationale de la presse du Congo sont résolument engagés vers des meilleures collaborations. Un mémorandum a été remis au chef de la police de Kinshasa par Jean-Marie Kassomba, président de la presse de la capitale. Et nous ferons les points sur l'évolution de l'opération militaire russe en Ukraine. La rencontre d'Antalya en Turquie n'a pas donné lieu à un progrès sur un cessez-le-feu. Sergueï Lavrov a profité pour justifier l'attaque de la maternité des Mariupol qui, selon lui, abritait un bataillon des nationalistes. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. À la une de l'actualité, les membres de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale étaient chez le Premier ministre Sama Lukonde pour examiner les recommandations qu'ils ont formulées sur l'état de siège. Pour Martin Moubonzi qui a parlé au sortir de l'entretien, ces recommandations permettront ainsi de rendre l'état de siège plus efficace sur terrain. On l'écoute. En fait, les échanges avec le Premier ministre aujourd'hui ont porté tout simplement sur l'état de siège décrété par le président de la République à Ituri, mais aussi au Nord Kivu. Et comme vous le savez, la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, pendant la session de septembre, avait procédé à l'évaluation de l'état de siège. Il y a des recommandations qui avaient été faites au niveau du gouvernement et nous sommes en train de nous rassurer à travers les différentes rencontres que nous avions initiées que toutes ces recommandations sont en train d'être respectées et observées. C'est très important parce que si ces recommandations sont observées, ça va permettre à l'état de siège de s'améliorer dans sa partie opérationnelle et ainsi atteindre l'objectif pour lequel l'état de siège avait été décrété, à savoir instaurer la paix et la sécurité à l'est de la République, qui est un souci majeur pour toutes les institutions, le gouvernement, le Parlement, mais aussi le président de la République. Et la RDC travaille désormais avec le pays frère, le Congo-Brazza, dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Un atelier d'échange a été lancé ce matin dans la salle Marie-Ange Lukiana sur le projet d'implantation de points de relais de proximité pour la lutte contre ce genre de violence avec la collaboration de la Commission des droits de l'homme. C'est le ministre du genre qui a lancé ces travaux. Prise en charge des violences basées sur le genre est un souci permanent de la RDC et le Congo-Brazzaville pour une bonne qualité de travail sur terrain. Dans la salle Marie-Ange Lukiana du secrétariat général du ministère du Genre et Famille se sont retrouvés plusieurs agents de la police de lutte contre les violences basées sur le genre et les autorités politico-administratives dans un atelier des échanges sur le projet d'implantation des points de proximité contre les violences basées sur le genre à Kinshasa. Ces travaux sont organisés grâce à la coopération japonaise, l'hôtel de ville de Kinshasa et la République du Congo-Brazzaville qui désormais combattront ce phénomène à côté de la RDC. Je suis vraiment ravie. Je venais de voir les images avec Maman Présidente. Je crois que dès qu'on va vraiment installer les points de relais, ça va beaucoup aider la population pour que beaucoup de gens ne veulent pas dénoncer les violences subies. Et avec l'installation de relais de proximité dans les communes, et je crois que nous allons lutter contre les violences basées sur le genre petit à petit. Les agents de la proximité, dont la police et assistance sociale et mobilisateurs, resteront dans cette formation sur la prise en charge des violences basées sur le genre jusqu'au vendredi 11 mars. Pour nous, ça a toujours été un honneur de servir la communauté dans la lutte contre les violences basées sur le genre et contre toutes les formes de violence. Et nous avons eu l'honneur d'être choisis parmi ceux qui ont posé leurs offres auprès de la coopération japonaise. Nous avons été retenus pour mettre en place ces points relais de proximité, comme vient de le dire Excellence Madame la Commissaire Générale.
Et vous avez suivi l'évolution des travaux. Nous allons remettre les clés à l'exécutif provincial, nous espérons dans les délais voulus. Et pour nous, comme j'ai dit, lutter contre les violences basées sur le genre, nous allons poursuivre et nous poursuivons autant que nous le pourrons. Une façon de renforcer leur capacité pour une bonne qualité de travail sur terrain. Et dans la suite de l'actualité, la police et la presse quinoise ont évoqué hier un réaménagement du partenariat entre les deux secteurs. Le président de l'UNPC Ville de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, a remis un mémorandum au commissaire provincial de la police de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, un document dans lequel est repris plusieurs propositions pouvant désormais régir les rapports entre ces corps partenaires œuvrant dans la ville de Kinshasa. C'est dans les installations du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa que le numéro 1 des journalistes de la ville de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, et sa délégation ont été chaleureusement reçus par le numéro 1 de la police ville de Kinshasa. Cette visite revêt des caractères officiels. Une première depuis la réélection de Jean-Marie Kassamba à la tête de l'Union nationale de la presse du Congo a d'abord commencé par une séance de travail à huis clos entre ces deux chefs et leur équipe restreinte, avant d'être ouverte à la grande plénière avec tous les officiers supérieurs et subalternes de la police de Kinshasa. Ces hommes en uniforme ont profité de la présence dans leur mur du chef de journalistes de la capitale pour se libérer de leurs préoccupations auxquelles Jean-Marie Kassamba a tenu à porter un éclairage. Au sortir de ces échanges et réflexions avec la police, le président de l'UNPC Kinshasa s'est livré à la presse pour faire l'économie de cette rencontre. Nous avons eu la chance aujourd'hui d'avoir l'ensemble des représentants et du commandement de la police au niveau de la ville de Kinshasa. Les commandants des SIAD, des sous-SIAD, au niveau des districts également, et des bataillons, ce qui veut dire que l'ensemble de ce qui encadre la police ici est au courant aujourd'hui de ce que nous faisons comme travail. Mais aussi l'UNPC Kinshasa, représenté par nous, les 3500 journalistes sont informés désormais qu'il y a un travail de collaboration avec la police. Donc, nous, en tant que presse, nous attendons une franche collaboration. La police peut également compter sur nous pour qu'il n'y ait pas la désinformation. Filmer la police, raconter des histoires, manipuler les images qui ne sont pas vraies de ce qui se passe à Kinshasa. Et donc, nous allons veiller à ça pour que l'image de notre pays, l'image de notre police ne soit pas ternie à chaque fois quand cela n'est pas approprié. C'est incessamment de demain d'ailleurs, notre secrétaire est mobilisé pour remettre à jour l'annuaire de tous les journalistes de Kinshasa. Cet annuaire sera mis à la disposition de la police. Nous allons mettre en place ce qu'on appelle une application où n'importe qui peut aller consulter pour savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas. Et donc, il n'y aura pas les conflits inutiles. Nous allons veiller à ce que si la police reproche quelque chose à la presse, il faut que ça soit avéré. Et les contraires est aussi valable. Jean-Marie Kassamba et sa délégation, qui était composée de Pierre Mbouyou Saïdi, Willy Atunakov, Ginette Oussimessa et Jonathan Tchobo, respectivement secrétaire général, président de la commission de discipline, trésorière et commissaire aux comptes, sont répartis satisfaits des garanties échangées entre la presse et la police quinoise dans cette première rencontre. Et puis le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, a reçu tour à tour en audience l'ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC, accompagné de la conseillère commerciale et économique de l'ambassade, ainsi que de la chargée d'affaires de la RDC en Ouganda. Ces échanges ont porté sur l'arrivée à Kinshasa dans le prochain jour de plus de 85 hommes d'affaires belges et de la tenue de la capitale du Forum d'affaires de l'Ouganda. Avec les diplomates belges, Joe Ndekeu, les échanges ont tourné autour de l'arrivée très prochainement dans la capitale congolaise d'une délégation d'hommes d'affaires de Belgique conduite par le ministre-président de la région bruxelloise et du secrétaire d'État du gouvernement bruxellois. Une mission qui veut également mettre en avant les relations entre la ville de Kinshasa et le gouvernement de Bruxelles, capitale, la région de Bruxelles, capitale, qui ont déjà des relations depuis longtemps et qui veulent redynamiser
ces relations par la signature d'un nouvel avenant à l'accord conclu à l'époque. Pour sa part, la commissaire générale à la coopération Yolande Elibé a indiqué que Bruxelles et Kinshasa discutent déjà sur l'avenant qui sera signé dans le cadre de ces accords qui existent déjà. Nous voulons mettre en place un avenant qui va cibler des secteurs bien spécifiques, notamment celui de l'environnement, notamment celui du transport. Nous sommes en ce moment en train de travailler sur cet avenant pour permettre de redynamiser cet accord qui, depuis quelques années, est devenu dormant. En fait, il est dormant et nous voulons le revitaliser. De son côté, Edith Namutebi, chargée d'affaires de l'Ouganda en République démocratique du Congo, est venue annoncer aux premiers citoyens de la ville, Gentini Ngobila, de la tenue de la 2e édition du Forum d'affaires de l'Ouganda qui se tiendra à Kinshasa. Ce forum d'affaires conjoint sera tenu à Kinshasa. Étant donné, nous avons pensé bon de demander au chef de la ville de nous honorer à ouvrir cette cérémonie. Nos 2 présidents se sont accordés pour tourner cette région en une forte puissance économique et nous devons les accompagner. La chargée d'affaires ougandaise s'est dite satisfaite de l'accord du gouverneur Gentini Ngobila qui a promis aussi d'inviter les hommes d'affaires de la ville à participer à ce grand rendez-vous. Et le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi a échangé avec 6 gouverneurs des provinces venus du Burundi. Les 2 parties se sont retrouvées dans le cadre du renforcement de la coopération transfrontalière, le commerce transfrontalier, la sécurité ainsi que la régularisation des titres du séjour de leurs concitoyens entre les 2 pays, conformément à la vision des 2 chefs d'État. Ils sont à 6. Les gouverneurs des provinces burundaises qui ont traversé la frontière de Kavimvira pour rencontrer leurs collègues congolais Théo Ngwabidje Kassi, gouverneur du Sud Kivu. Les 2 parties se retrouvent dans le cadre du renforcement des relations de bon voisinage et échanger sur les questions d'intérêt mutuel. Le but étant de renforcer la coopération transfrontalière en matière de surveillance des cas de coronavirus ainsi que la continuité à assurer la libre circulation des personnes entre les 2 pays. Les 2 délégations ont réitéré la volonté de leurs excellences Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Evariste Ndayishimiye du Burundi à œuvrer pour la pacification des frontières congolo-burundaises. On a discuté les problèmes qui ont été posés. On a tous pris l'engagement de travailler pour la paix, comme le demandent les hautes autorités de notre pays. Et ici, je pense à la volonté du président de la République d'un retour de la paix. C'est l'ensemble de la province, tout comme aussi son Excellence le président Evariste Ndayishimiye, qui tient aussi à la sécurité dans son pays. Donc la volonté a été réaffirmée de travailler ensemble, de mutualiser les efforts pour qu'effectivement la sécurité soit totale au Sud Kivu. Effectivement, ce travail-là va être approfondi par les hautes autorités, puisque nous avons recommandé qu'il y ait une réunion de haut niveau pour aborder ces questions relatives à la sécurité. Et avant, le chef de l'exécutif provincial a communié avec ses administrés qui se sont massés le long de la route pour lui témoigner de son indéfectible soutien aux actions de paix et celles de développement, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Théo Ngwabidje leur a rassuré que lors des assises sur les groupes armés, il sera question d'insister sur la question d'implanter des projets qui visent à sensibiliser, désarmer et réinsérer sur le plan socio-économique les ex-combattants qui ont quitté les maquis pour rejoindre la voie de la paix, gage du développement. Et au Maniema, l'entreprise portugaise Future Motion est retenue pour les travaux de réfection de la voirie urbaine et de construction de quelques édifices en province. Le contrat de partenariat a été signé entre le représentant de l'entreprise et le gouverneur de province. La cérémonie s'est déroulée dans les halls du gouvernorat en présence de plusieurs personnalités, dont le membre du gouvernement provincial, ceux du collège des conseillers du cabinet du gouverneur, ainsi que ceux de l'entreprise portugaise Future Motion. À l'occasion, Afani Idrissa Mangala appelle au soutien tous azimuts de la population du Maniema pour la réussite de sa vision de désenclavement de la province. Le chef de l'exécutif provincial croit que ce projet va relever le défi socio-économique de la province du Maniema. Nous remercions le gouverneur de la province qui vient de témoigner de sa souplesse, de son professionnalisme et de son management au profit de cette province qui est enclavée. Nous avons conçu la route de Kindu jusqu'à Katoko.
C'est une route de plus ou moins 130 km. Nous allons construire un port pour permettre le déchargement des marchandises, précisément à Katopa. Et ça va permettre la marchandise de quitter Kinshasa par le fleuve à l'entrée du Sangui, directement vers Lomami et Lomami à Katopa. Puis nous allons construire les bâtiments administratifs du gouvernorat de la province. Nous allons construire les résidences des officiels, le gouverneur, le président de l'Assemblée, le vice-gouverneur et d'autres services. Interrogé, représentant de l'entreprise portugaise Future Motion en RDC a rassuré que le déploiement des matériaux de construction pourrait commencer d'ici 40 jours, une fois que le processus de transfert des fonds finira vers les banques congolaises. René Kalonda précise en outre que l'asphalte de 138 km entre Katopa et Kindu, ainsi que la construction du port moderne. L'entreprise portugaise Future Motion va construire 28 autres ponts sur le même tronçon, dont celui de 130 mètres de long sous la rivière Kasuku. À cela s'ajoute la construction de la résidence officielle du gouverneur, du vice-gouverneur, des ministres, de membres du bureau de l'Assemblée provinciale, ainsi que des bâtiments administratifs de 2 institutions politiques de la province. Ce projet de plus de 212 millions qui sera exécuté dans 30 mois et va relier la province du Maniema à la ville-province de Kinshasa par la voie fluviale en passant par la rivière Lomami. Et en image, activité de Marie-Olive Lembe-Kabila à Kalemi, les femmes de Kalemi participent ce jeudi à la formation sur le cadre légal et création des coopératives d'épargne et de crédit COPEC, une formation annoncée depuis l'année dernière par la présidente de la fondation Musée Laurent Désiré Kabila, Jeannette Kabila, en partenariat avec l'ASBEL Initiative Plus OLK. Pour Jeannette Kabila et Olive Lembe, l'objectif est de former la femme pour une solidarité autopsie en charge et développement durable. Au PPRD à Kinshasa, plusieurs femmes, cadres et militantes se sont retrouvées autour du secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari. Le parti cher à Joseph Kabila a toujours placé la femme sur un pied d'égalité que son partenaire masculin et compte demeurer sur cette position. La journée internationale de droits de la femme a été célébrée avec faste au sein du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. La Ligue des femmes du PPRD a organisé une grande activité à laquelle ont pris part le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari ainsi que plusieurs cadres du parti de Joseph Kabila venus pour la circonstance. Dans son discours, Emmanuel Ramazani Shadari a indiqué que la journée du 8 mars est une journée de lutte. On doit aller ensemble pour la promotion des droits de la femme, a-t-il déclaré. Nous sommes pratiquement parmi les rares partis politiques où la pratique par Maman Lelo, le 8 mars, à travers le pays. Je dois vous dire que aujourd'hui, les soumis, aujourd'hui, quoi, na Maman la biso, yéne à Thaïs biso. Le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie a réitéré à cette occasion la position du PPRD sur le respect du délai pour les élections générales en 2023 et la mise en place d'une nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante. Les femmes du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie réitèrent leur soutien et loyauté totale à l'autorité morale du Front commun pour le Congo et président honoraire de la RDC, Joseph Kabila Kabange. Pour lier l'utile à l'agréable, quelques pagnes ont été remis aux femmes du parti. Et toujours dans le cadre du 8 mars, une dizaine des femmes veuves des militaires du camp Kokolo ont célébré la journée avec la fondation Elsa Yemba Etinkoum qui a distribué des pagnes à ces femmes dont les maris ont péri en défendant les couleurs de notre drapeau. Créé avec l'objectif d'apporter de l'aide humanitaire dans les domaines de la santé ainsi que l'assistance aux personnes vulnérables, la fondation Elsa Yemba Etinkoum, FOEL en sigle, n'a ciblé que les femmes veuves des militaires pour célébrer cette journée de la femme le 8 mars.
Sans aucun accompagnement, mais avec les moyens des bords, la présidente du FOEL, Madame Elsa Yamba, est parvenue à donner du sourire à un échantillon des femmes veuves militaires. Elsa Yamba compte dans l'avenir faire plus pour soulager tant soit peu les femmes veuves à Kinshasa comme en province de la République démocratique du Congo. Je pensais aux veuves qui n'ont pas de mari à leur offrir des pagnes. Je me suis dit non, pourquoi ne pas chercher les veuves, surtout des militaires, des frères des sages que je peux leur donner, c'est de ne pas perdre courage. Même si le mari n'est plus là, elles doivent rester fortes et penser à eux. Ma fondation jusque-là n'a pas de partenaire. Je œuvre avec mes propres moyens. Jusque-là, je n'ai pas encore de partenaires financiers. Et je demande aux autorités de nous soutenir parce que nous avons des projets, mais nous sommes limités par le moyen. Du côté des bénéficiaires, c'est la joie et les remerciements. Rappelons par ailleurs que les ambitions de cette fondation restent focalisées à ses objectifs, notamment d'assister les personnes vulnérables, non seulement les femmes veuves militaires, mais toute la population congolaise se trouvant dans cette situation de vulnérabilité. Et parlons élection à présent, les jeunes de l'église protestante venus de tous les coins de la République ont été sensibilisés sur la question électorale le mercredi au cours d'une conférence débat animée par le vice-président honoraire de la CENI, Norbert Bashengezi. Au cours de ce congrès national des jeunes protestants, le vice-président honoraire de la commission électorale nationale indépendante a brièvement exposé sur la situation des élections en RDC. Norbert Bashengezi Kantintima a expliqué à ces jeunes venus de tous les coins et recoins de la République les contraintes ainsi que toute la question sur les cycles électoraux. Il s'agit des défis logistiques, des défis légaux, des défis financiers, sécuritaires, des défis politiques, des défis sanitaires et d'autres. J'ai demandé à tout le monde de tout faire pour parler à tous les députés de les ressorts pour qu'en ce mois de mars, on puisse donner à la CENI tous ces instruments juridiques qui pourraient les aider à faire même le lobbying auprès du gouvernement, auprès des partenaires. Ces jeunes protestants se sont dit satisfaits de ce partage d'expérience avec un expert de la question électorale. Les leaders des jeunes doivent être informés de toutes les questions nécessaires pour se préparer, pour s'approprier le processus électoral. C'est dans ce contexte que nous avons invité notre cher papa, Norbert Bashengezi, qui est expert électoral et aussi président des laïcs protestants dans la province du Sud-Kivu. Norbert Bashengezi Kantintima, en sa qualité d'orateur du jour, a recommandé à l'assistance de répercuter le message à travers les documents reçus, à savoir le journal officiel, la loi électorale, la liste des partis politiques, pour ne citer que ces derniers. Et puis un mot sur l'opération militaire russe en Ukraine. Les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne étaient à Antalya au pourparlers convoqué par Ankara. La rencontre n'a pas donné lieu à un progrès sur un cessez-le-feu, mais les deux parties se sont convenues de maintenir ce format pour les prochaines rencontres. C'est un retour dans les jeux diplomatiques de la Turquie face à l'impuissance de l'Europe et des Nations Unies dans la crise russo-ukrainienne. Ankara continue à jouer au médiateur. Ce jeudi, le pays a réuni les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu. Des pourparlers qui ont duré 1h40, une première depuis les débuts de la crise. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a regretté l'absence de progrès sur un cessez-le-feu. L'Ukraine ne se rendra pas, a-t-il déclaré lors des pourparlers.
Le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov a dit de sa part vouloir poursuivre avec les négociations avec l'Ukraine et a justifié le bombardement de la maternité de Mariupol qui servait selon lui de base à un bataillon nationaliste. Le ministre russe avait ajouté que les patients et le personnel médical ne se trouvaient pas sur les lieux. 3 personnes, dont une fillette, ont été tuées à l'hôpital pédiatrique selon la mairie locale, une attaque qui a suscité l'indignation chez les Occidentaux. La Russie a jugé dangereuse les livraisons d'armes à l'Ukraine, a déclaré par ailleurs Sergueï Lavrov. Dans le lot des sanctions, le gouvernement britannique a annoncé de nouvelles sanctions contre 7 oligarques russes, dont le propriétaire du club de Chelsea, Roman Abramovich, qui vont subir un gel de leurs avoirs et une interdiction de voyager. Aux États-Unis, la Chambre des représentants a voté une aide de 14 milliards de dollars pour l'Ukraine. Le texte comprend un volet économique, humanitaire, mais aussi des armes et des munitions pour Kiev. Et puis en bref et en image, la Corée du Sud a un nouveau président de la République. Il s'agit de Ivon Isuek Yeol, présenté par les médias internationaux comme anti-féministe et conservateur. L'ancien procureur général et novice en politique a battu de justesse le candidat du parti centre-gauche au pouvoir. Et on termine en sport pour parler du grand match qui a fait ébullition hier dans le monde. Lionel Messi, Kylian Mbappé et le PSG ne joueront pas les quarts de finale malgré leur performance cette saison. Le club parisien a été déboussolé hier au Santiago Bernabéu en chutant face au Real Madrid au terme d'un match riche en spectacles. Place au rappel des titres à présent. Après le dépôt de leur rapport au bureau de l'Assemblée nationale, la commission défense et sécurité a évalué la mise en œuvre des recommandations sur l'état de siège avec le Premier ministre Samalou Kondé. La police de Kinshasa et l'Union nationale de la presse du Congo sont résolument engagés vers des meilleures collaborations. Un mémorandum a été remis au chef de la police de Kinshasa par Jean-Marie Kassomba, président de la presse de la capitale. Et dans le monde, la rencontre d'Antalya en Turquie n'a pas donné lieu à un progrès sur un cessez-le-feu. Sergueï Lavrov en a profité pour justifier l'attaque de la maternité de Mariupol qui, selon lui, abritait un bataillon de nationalistes. Et en sport, les Merengues ont crucifié hier le PSG de Mbappé et Messi grâce à un triplé de Karim Benzema. Madrid s'offre ainsi une place en quart de finale de la Ligue des Champions. Ne nous quittez pas, tout de suite la revue de presse. Et si vous nous rejoignez, bienvenue à vous. Place à la revue de presse à présent et une signature qui porte la marque de Bédrine Kenge qui m'a déjà rejoint. Bonjour et bienvenue à vous Bédrine. Bonjour Gaëtan et merci. Et comme d'habitude, l'Église catholique et les CC entament une énième pression concernant les élections. Au fait, Gaëtan, il s'agit du processus électoral qui doit normalement aboutir aux élections en 2023 et chargé justement d'accompagner le pays dans le préparatif et la tenue des élections. La délégation de la conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo a repris les chemins des institutions, notamment celle de l'Assemblée nationale où avec le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, les deux clergés ont exploré la problématique des contraintes liées aux élections afin de justement les glissements d'après la prospérité. Et Actu 7.cd de son côté rapporte qu'à ce sujet, les deux églises sans tergiverser ont exigé la tenue des scrutins conformément au délai constitutionnel tout en ignorant ce qui pourrait servir de prétexte pour reporter les élections. Et face à la question de changement de constitution ou de certaines de ces lois au cœur des débats de politiciens ces jours, Gaëtan, Okapinews.net dans son édito évoque buffet ou menu à la carte. Le maître d'hôtel c'était dans toutes les langues, puis il donne sa langue au chat plutôt. En n'ayant rien à mettre sous la dent, les convives se dirigent vers la cuisine
Tout ce beau monde se rue sur les casseroles, c'est la mêlée, façon rugby, avec à la clé une surprise, l'alchimie qui remplit les marmites, des véritables pots pourris, des bitotos ou du mélange, diront-on en langue quinoa. Dans une même casserole cohabitent en effet les réformes électorales, les velléités de changement de constitution et autres, difficiles ou voire même impossible de digérer cette recette vu que chaque parti ou cordon bleu autoproclamé Union sacrée de la nation, ensemble Lamouka, FCC, tient à sa petite idée sur comment cuisiner ses plats. Et d'un site à un autre, le grand titre.net nous informe que Christophe Lutundula, membre du gouvernement Sama Lukonde et cadre d'ensemble de Moïse Katumbi, a déclaré tout haut lors d'une émission de la radio de la place son soutien sans faille à la prochaine candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023. Et en croire ce site d'information, général, l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga est en train de perdre l'un des cerveaux et une intelligence pour son regroupement politique à une année des échéances électorales. Et dans l'actualité internationale, pour terminer par ici, les négociations entre Moscou et Kiev ont encore échoué. Effectivement, Gaëtan, les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne ont échoué encore à s'accorder en Turquie ce jeudi sur un cessez-le-feu en Ukraine au cours de leur première rencontre depuis les débuts de la guerre, renseigne rtbf.be. Avant que cette tentative de cessez-le-feu ne soit avortée, Macky Sall, président de l'Union africaine, avait pourtant salué la disponibilité de Vladimir Poutine pour initier négocier de conflits, rapporte cette fois-ci Radio France Internationale, par le biais justement de sa ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall, approchée par ce média français. Et en parlant justement de cette opération militaire russe, le grand journal.cd revient sur le témoignage d'un Congolais dénommé Christian, 33 ans, vivant en Ukraine depuis des années et qui a réussi à émigrer au Danemark malgré l'interdiction aux hommes des 18 à 60 ans de quitter le territoire national, ce grâce à l'aide d'un chauffeur d'un bus. Merci Bédine Kenge pour cette lecture. Merci à vous autres. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et n'oubliez pas de toujours être heureux. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.